Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les améliorations Revit 2025. Je vois qu'il y a encore des personnes en train de se connecter, donc on va patienter quelques instants avant de débuter. Alors, donc on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents avec nous ce matin. Je me présente, je suis Adeline Boudou, ingénieure commerciale au sein de l'agence Applicit West et je suis accompagnée de Joseph Corsi, expert technique Revit. Il va d'ailleurs vous présenter les nouveautés Revit 2025. Au programme pour ce matin, une brève présentation d'Applicit. Ensuite, Joseph vous présentera les nouveautés de Revit version 2025. Puis, pour finir, vous pourrez poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Applicit en quelques mots, donc, est l'intégrateur de référence en France des solutions Autodesk depuis 2006. Nous comptons une cinquantaine de collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 17 millions d'euros. Vous nous connaissez probablement au travers de notre expertise technique. Notre rôle est simple, c'est de vous accompagner dans l'amélioration de vos processus de conception. Pour rester informé sur nos actualités, vous pouvez vous rendre sur notre site internet Applicit, page événements. Et si vous restez sur notre site, je vous invite à aller sur notre page blog. Nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques ou questionnements sur les logiciels Autodesk. Que vous soyez sur Inventor, Revit ou encore AutoCAD, vous trouverez des réponses. Avant que je laisse la main à Joseph, je vous invite à vous connecter à nos différents réseaux sociaux pour rester en veille sur du contenu technique, par exemple. Vous avez la page LinkedIn nationale ou les pages régionales. Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle nous présentons des workflows ou encore des produits. Puis, si vous êtes plutôt adepte de Facebook, une page Applicit est disponible. Joseph, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous. Donc, on est parti pour voir les améliorations et les nouveautés de 2025. Donc, on va débuter, on va voir un petit peu l'agenda. Donc, on a toute une partie commune avec des nouvelles pages d'accueil, des tri alphanumériques dans les propriétés, des barres d'options, des imports, des exports de step, des exportations de PDF en arrière-plan, des jeux de feuilles, des améliorations de générateurs. Enfin, bon, tout va défiler. Voilà, donc tout ça, c'est des points vraiment généralistes avec tout ce qui est commun à toutes les disciplines. Ensuite, on va passer dans le monde de l'architecture où on a beaucoup de choses sur les murs et sur, enfin beaucoup de choses, des choses sur les murs et sur les meneaux. Ensuite, la partie topographique où on a des améliorations assez significatives. Et ensuite, donc, nous viendrons sur la partie donc IFC où deux petites nouveautés sont arrivées et c'est rare, mais cette fois-ci, il y a des nouveautés dans les familles au niveau de la collaboration et du dynamo. Et nous passerons au final, en fin de session, sur la partie génie climatique plomberie où il y a quelques modifications et la partie électrique. Voilà.
Donc, on va débuter. Donc, dans la partie commune, on va démarrer par la nouvelle page d'accueil. Alors, nouvelle, oui et non, hein, ça c'est celle qu'on avait en 2024, mais on pouvait déjà voir un petit peu ce qui allait se passer en 2025 en cliquant tout simplement sur nouvelle page d'accueil Revit. Donc ça, c'était depuis qu'il y avait le petit patch qui est arrivé, la dernière version de Revit 2024. Donc cette nouvelle page nous permet quoi? Donc dans un premier temps, elle nous permet de faire des tris, alors par nom, par date de modification ou par type de fichier. Ensuite, on a un filtre. Donc dans ce filtre, on va pouvoir filtrer un petit peu plus finement les différents projets présentés en page d'accueil en fonction du temps, donc aujourd'hui, semaine, mois, et surtout en fonction du type, donc ce qui regroupe un petit peu le tri. Ensuite, quand on se met dans la nouvelle page toujours d'accueil et qu'on se met sur les projets Autodesk, donc l'ACC, on a toujours les tris et les filtres, mais viennent se rajouter là-dessus un paramétrage de colonnes permettant de choisir les colonnes que l'on veut afficher dans la visualisation de la page d'accueil. On a aussi la possibilité d'actualiser la page si on a des nouveautés qui viennent d'apparaître. Et on a aussi la possibilité directement, en cliquant sur la map monde, avec le petit œil, d'aller directement, une fois qu'on est sur ce fichier, directement sur l'ACC. Aujourd'hui, enfin même en 2024, quand on est dans une version Revit 2025 et que l'on va sur l'ACC, l'ACC nous montrait uniquement les projets sur lesquels on pouvait accéder, c'est-à-dire qui étaient dans la version utilisée par Revit. Si on était en 2024, il nous montrait 2024. Si on était en 2025, il nous montrait 2025. On a la possibilité maintenant avec 2025 de pouvoir visualiser tous les projets, même ceux qui ne font pas partie de Revit de la version en cours, mais sachant que celles-ci resteront grisées. Alors comment on obtient cette option? Tout simplement en allant dans les fichiers, dans les options de Revit, et en allant cocher la case dans le modèle cloud de visibilité du projet. Ça nous permet d'afficher les projets dans toutes les versions sur la nouvelle page d'accueil. Voilà. On arrive dans les traits alphanumériques, dans les propriétés du type. Alors ça, c'est du 2024-2025. Maintenant, peut-être que personne ne l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Désormais, on est capable de faire un tri, alors qu'on a le tri par défaut, que tout le monde connaît. On a la possibilité d'avoir un tri par ordre croissant. Donc, on voit bien qu'on est dans l'ordre alphabétique par succession. Ensuite, on a le tri par ordre décroissant, donc inversement à l'ancien. Et tout ça, on peut aussi l'appliquer dans les modifications du type, dans le panneau de modification du type. Donc voilà. Mais ça, c'était peut-être passé inaperçu dans la nouvelle version. Donc voilà, c'était la version 2024, c'est pour ça. Alors, tout ce que vous venez de faire à l'écran, tous ces tris que vous avez choisis, ben, on va les mettre dans le fichier Revitini, ce qui permet de les conserver entre les différentes sessions de Revit. La barre d'options et les paramètres supplémentaires, alors quelques modifications ont été faites pour pouvoir travailler un petit peu plus facilement. Donc en 2024, on avait des niveaux dans lesquels on avait dans la barre d'options les options. Aujourd'hui, elles sont remontées automatiquement dans la partie modifiée. Donc voilà, c'est un peu plus de fluidité visuelle. Pour la mise à l'échelle, pareil, on vient garder graphique et numérique et on a toujours l'échelle. On a la même chose donc pour les étiquettes, donc où on va gérer bien sûr la longueur des repères. Pour les plans de référence, par contre, là, on vient uniquement perdre, ces options que l'on va retrouver bien sûr dans le panneau de de propriété, pardon. Petite nouveauté aussi pour ce qui est des ellipses, on a une nouvelle petite commande qui est arrivée qui s'appelle conserver le rapport. Qui permet de conserver le rapport entre les deux axes. Donc, ils vont évoluer automatiquement, ce qui n'était pas forcément faisable avant. Au niveau des arcs, on a aussi cette petite nouveauté, mais qui, au lieu d'être conserver le rapport, c'est rester concentrique. Donc, quand on va modifier, on va pouvoir avoir garder la concentricité de notre arc. Pour les surfaces, donc on va avoir une petite règle qui vient d'apparaître, lorsqu'on veut ajouter des séparations de surface, ils peuvent être générés
selon des règles de surface pour ce qui est des limites. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Lorsqu'on est en mur extérieur, donc façade, on vient chercher la limite intérieure du bâtiment ou de la pièce, et lorsqu'on est en limite intérieure, on vient chercher la limite de l'axe du mur. C'est des règles qu'on peut définir. Au niveau des imports et des exports des fichiers STEP, donc c'est une petite nouveauté, on va pouvoir importer, lier des fichiers STEP directement dans vos modèles Revit. Cela inclut des STEP, des STP et des STPZ lorsqu'il est lié ou importé. Donc on voit bien qu'on a la même chose en export et en import. Donc voilà. Voilà, donc on a la possibilité bien sûr comment dire, de conserver, d'enregistrer des configurations de tout ce que l'on fait, pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Voilà. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Alors, faites attention. Enfin, ça, je le dis à pas mal de gens. Le STEP, c'est très lourd. Donc, faites attention au poids des fichiers que vous avez en import. Hein, ça peut vite poser des problèmes lorsque vous les utilisez dans vos propres projets. Au niveau des exportations, alors, il y a une exportation en arrière-plan au format PDF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auparavant, quand on était en Revit 2024 et qu'on faisait un export PDF, on était obligé d'attendre que le export PDF finisse. Aujourd'hui, en Revit 2025, on a la possibilité d'activer un export en arrière-plan, ce qui nous permet de continuer à travailler lorsqu'il fait ses calculs ou fait son impression, export en PDF. Il y a des cas qui ne sont pas soutenus par cette variante-là. Donc, c'est tout simplement lorsque l'on est en masqué isolé. Donc, il ne va pas prendre cette option-là. Hein. Bien sûr, il va se remettre en avant. Et on fait la même chose en afficher les éléments cachés. Toujours pareil, tout ce qui est en masquage, on voit bien que c'est des données temporaires, donc des propriétés de vue temporaires. On a aussi mettre en évidence l'ensemble des déplacements. Donc, tout ça, ça ne fonctionnera pas si vous essayez de faire l'impression visuel de tout ce que vous voulez et le relever des contraintes. Automatiquement, dès que vous allez essayer de le faire, vous allez avoir un panneau, un message d'erreur, enfin un message d'avertissement et qui vous dit que vous ne pouvez pas faire. Petite chose aussi à savoir, c'est que par exemple, nous avons une vue 3D orientée, mais qui n'est pas verrouillée. Si je l'exporte en 3D, voilà ce qui va en PDF, pardon, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir un résultat qui est l'origine du ViewCube. Donc, si on vient verrouiller la vue, on aura exactement ce que l'on a besoin. Les jeux de feuilles. Alors, petite nouveauté, enfin petite pour moi, mais grande nouveauté aussi, qui est hyper important. Alors, il y a l'ensemble des feuilles qui permettaient d'attribuer n'importe quelle feuille du modèle à des groupes appelés à des jeux de feuilles. Alors, plutôt que de lire, je vais vous expliquer. Nous, enfin, quand on regarde un petit peu cette vidéo, nous, pour pouvoir classer nos différentes vues, on avait créé un paramètre partagé que l'on avait appelé type de vue. Donc, ce type de vue, il comportait du travail, on mettait si c'était du travail ou du livrable, et on faisait ça aussi dans les feuilles. Donc, ce qui fait que dans les feuilles, si vous regardez bien, les en-têtes, on a 3D, détail, nomenclature, révision, vue d'ensemble, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces feuilles-là, aujourd'hui, quand on crée une feuille, donc là, je viens de créer une nouvelle feuille, une A112, et je vais essayer de la renommer. On s'aperçoit juste au-dessus que j'ai une A111, je vais essayer de la renommer, et lui, automatiquement, Revit va me dire quoi? Il va me dire, la feuille existe déjà, donc tu ne peux pas remettre 2 fois le numéro. Donc, Autodesk a donc, dans Revit, on a créé ce qu'on appelle un jeu de feuilles qui permet de classer avec un niveau supérieur à ce qu'on connaissait par rapport à un paramètre partagé. Donc c'est totalement différent, hein, parce que même si avec un paramètre partagé, si vous avez 2 fois le même nom de feuilles, il va vous interdire de le faire. Or là, je viens créer un jeu de feuilles dans lequel je viens déposer tout simplement un cliquer déposer. Je viens déposer mes différentes dans ces jeux de feuilles, et là, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà. Donc cette nouvelle feuille prend le A118 puisque c'est la dernière que j'ai fait, et je vais venir la renommer. Et là, je vais pouvoir, quand on regarde bien, la renommer en 111. Pourquoi? Parce qu'elle est en dehors du jeu de feuilles. Donc on peut créer 2 feuilles identiques, mais il faut qu'il y en ait une à l'intérieur ou à l'extérieur du jeu de feuilles. Là, c'est exactement la même chose. Donc on va renommer, on va recréer un nouveau jeu de feuilles, hein, cette fois-ci, un livrable BE, dans lequel on va venir tout simplement déposer les éléments
à l'intérieur, juste en cliquant, déposant directement les choses. Voilà. Donc on a je dirais une amélioration significative au niveau comment dire, du classement des feuilles à l'intérieur de nos différents projets. Alors tout ça, bien sûr, ça n'est pas que visuel, hein, c'est aussi au niveau, vous allez voir, de l'impression qu'on va pouvoir choisir. Avant, on avait la possibilité de choisir des vues, des feuilles. Et là, on va s'apercevoir que maintenant, en plus des vues et des feuilles que l'on connaissait, on va pouvoir tout simplement exporter, ou enfin imprimer ou faire ou exporter des jeux de feuilles. Donc voilà. Donc on y arrive. Donc là, on voit bien toutes les vues, toutes les feuilles, et voilà, on a la possibilité dans les filtres d'affichage de n'imprimer que les feuilles livrables BE, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça permet un classement beaucoup plus d'un cran supérieur et beaucoup plus facile, sans passer automatiquement par des paramètres partagés à l'intérieur de nos différents projets. L'amélioration du générateur de vignettes de matériaux, alors ça c'est un truc qui est le bienvenu aujourd'hui, je dirais. Alors pourquoi je dis ça? Parce que avant, quand on passait d'un matériau à un autre matériau, on avait un temps de latence pour le calcul de l'image de cette vignette. Or aujourd'hui, il a été créé un mode de rendu, de paramètre de rendu qui est beaucoup plus rapide, ce qui fait que quand on va passer d'un matériau à un autre, la vignette se met en automatique. Voilà. Donc la définition est là et on va automatiquement gagner du temps dans la visualisation de ces matériaux-là. Pour continuer dans les matériaux, dans la bibliothèque de matériaux, quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, enfin que moi j'attendais depuis un petit moment, c'est tout simplement l'ajout et ou la suppression de lots de matériaux dans ce navigateur de matériaux. Donc avant, ça, c'était un par un, donc c'était très fastidieux quand on avait toute une gamme à supprimer, ou alors on passait par purger, mais ça revenait au même, on était obligé de sélectionner ce qu'on avait besoin. Or là, on peut ajouter, supprimer des lots directement, donc on a un gain de temps comment dire, assez visuel et assez important par rapport au travail que l'on a aujourd'hui. Au niveau de la mise à jour des filtres de catégorie, alors il s'avérait que les filtres de catégorie, pour certaines, je dirais pour certaines catégories, n'avaient pas lieu d'être là. Donc aujourd'hui, entre la 2025 et la 2024, des filtres ont été supprimés. Là, on prend le cas, par exemple, de l'appareil audiovisuel qui n'a rien à faire avec le structurel, donc la partie structurelle, donc on l'a enlevé. On a fait la même chose pour le génie climatique, ils ont fait la même chose donc pour l'électricité et pour les canalisations. Donc on a des lots, on a des paramètres beaucoup plus, enfin des catégories beaucoup plus lisibles et beaucoup plus en adéquation avec la catégorie sur laquelle on est en train de travailler. On a la prise en charge du système de coordonnées horizontales. Alors ça, c'est pour ceux qui travaillent à l'étranger, enfin un petit peu avec l'étranger. Ça ne concerne que les gens qui vont travailler avec des données chinoises, anglaises, américaines ou nord-américaines et islandaises. Alors ça, c'était pas intégré dans les fichiers DWG. On ne pouvait pas le faire lorsqu'on en avait un qui venait de cette norme, de ce système de coordonnées-là. Aujourd'hui, ils ont fait ça. Alors ça va concerner peut-être peu de monde, mais je sais que j'ai certaines personnes qui l'utilisent. On a une amélioration du périmètre des pièces que l'on n'avait pas avant. Donc on voit bien qu'avant 2025, voilà, on avait un périmètre qui était calculé comme ça. Aujourd'hui, le périmètre est différent et on va pouvoir gérer ces choses-là. Au niveau, je dirais, d'annotation et de visualisation, de mise en plan, voilà, on a la possibilité maintenant d'alignement de texte de plusieurs éléments. Alors, c'est valable bien sûr sur les textes, sur les étiquettes automatiquement et comment dire, sur les notes d'identification. Il m'en manquait une. Donc là, on voit bien sur les étiquettes, donc on vient positionner les étiquettes comme avant. Avant, c'était fastidieux, on faisait à la main, on essayait de les aligner. Aujourd'hui, avec cette commande-là,
on a la possibilité, bien sûr, directement, avec les différents alignements possibles, multiples, de pouvoir aligner les choses. Là, on l'avait avec les étiquettes, là, on le voit avec le texte. Donc là, je suis tout simplement dans une légende, hein, où on vient mettre un texte, et avec ça, on va pouvoir choisir l'alignement adéquat à ce que vous voulez, vous recherchez. Donc on a gauche, milieu, droite, pour pouvoir faire l'alignement. On a cette option-là aussi dans une vue 3D verrouillée. Donc on a la possibilité de le faire. On aura aussi les mêmes choix, enfin, les mêmes possibilités d'alignement que l'on voit là. Donc on va voir aussi les différents alignements possibles. Donc on a les alignements verticaux, haut, milieu, bas. On a les alignements horizontaux, gauche, centre, droite. Et on peut distribuer en horizontalité ou en verticalité les différentes données. Les motifs de remplissage. Alors les motifs de remplissage, beaucoup de gens se plaignaient de ne pas pouvoir les passer de l'un à l'autre ou en faisant quelques petites supercheries. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir exporter des fichiers, des motifs de remplissage venant d'un projet vers un autre, tout simplement en exportant dans un fichier PAT. Alors fichier PAT, qui dit fichier AutoCAD, bien sûr. Et on va pouvoir les récupérer dans un autre projet. La grille de boîte de dialogue propriété du type, elle a été améliorée. Alors, je m'explique. Quand on était automatiquement dans les occurrences et que l'on ouvrait notre panneau, on était sans arrêt en train de reformater les colonnes. Hein, on n'arrêtait pas, on faisait à droite, à gauche, au milieu, ça ne nous allait pas, c'était trop grand, c'était pas assez grand. Quand on revenait, on le perdait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans Revit, on va pouvoir tout simplement recaler les colonnes. Voilà, on vient recaler les colonnes, et quand on revient d'une catégorie à une autre, bien sûr, on va pouvoir conserver ce formatage dans les tableaux de modification du type. Donc c'est une propriété qui est assez intéressante. Comme ça, Revit se souvient automatiquement de ce formatage. Et bien sûr, même si on change de catégorie, je le répète. Alors, on a une mise à jour du stockage extensible. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose aux gens, mais on a des différents compléments dans Revit qui stockent des données dans le fichier RVT, qui provoquent certains conflits les uns avec les autres. Maintenant, pour avoir une meilleure intégrité de la base de données, Autodesk a mis en œuvre des contrôles améliorés lors de la mise à niveau ainsi que lors de l'ouverture et de la liaison et du chargement. Alors, quand on va avoir des problèmes, avant on avait un problème, ok, c'était bien, on avait le problème, on n'avait pas trop d'idées de ce que c'était. Aujourd'hui, ils ont fait l'effort de nous sortir un panneau dans lequel ça va nous dire exactement, on voit l'exemple ici, le conflit vient et il vient par exemple d'un add-on qui vient de tel add-on. Donc on a un petit peu plus de finesse lorsqu'on va retrouver des panneaux de conflit. Voilà. Donc on rentre dans la partie architecture. Voilà, donc on a des murs de désactivation, activation, déshabillage. Alors pour moi, c'est quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir savoir le retournement d'extrémité des murs, on était obligé de venir à l'intérieur des propriétés du type et de lui dire je veux qu'un tel ou un tel sorte. Et si ça n'allait pas, on était obligé de ressortir. Aujourd'hui, on a un icône qui va nous permettre de le voir ou de ne le pas voir. Donc ça évite de créer plusieurs murs avec je veux un retournement, je veux pas de retournement. Donc ça, c'est fait en automatique et je trouve ça très très utile, contrairement à ce qu'on avait avant. Et si vous l'avez bien vu, c'était avec un icône. Au niveau des rejoindre et verrouiller les murs, on va voir la vidéo, ça sera beaucoup plus simple qu'un grand discours. Donc on va avoir des murs, donc ça on connaît, hein, les murs classiques, hein, dans lesquels on a plusieurs complexes. Et aujourd'hui, on a deux commandes qui est attaché automatique et attaché et verrouillé en automatique. Alors voilà un mur de base qu'on connaît avec quatre complexes, pardon. Donc il y a un enduit extérieur, un porteur, un isolant et un composant intérieur. Là, si je ne fais rien, effectivement, et que je viens mettre deux murs l'un à côté de l'autre, voilà ce qui se passe. On n'a aucun attachement et aucun verrouillage les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, quand on vient chercher la commande attacher automatique, donc automatiquement, le mur va venir être attaché à celui du dessus. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a à peu près, on a un message d'erreur. Ça veut dire tout simplement que le fait de mettre une ouverture à l'intérieur, il va automatiquement pouvoir couper les deux. Alors avant, on était obligé de mettre un complexe, un deuxième complexe et d'aller chercher la commande attachée pour pouvoir le faire. Là, maintenant, ça se fait en direct. Maintenant, si on prend attaché et verrouillé automatique, lorsque l'on va déplacer pardon, le mur, on va déplacer les deux. Alors bien sûr, ça ne va le verrouiller, je dirais que face à face, mais pas extrémité à extrémité. Donc là, on vient automatiquement, si on veut conserver la linéarité, on vient gérer un alignement d'extrémité de mur, hein, comme classiquement comme vous le connaissez. Donc voilà. Donc on va bien voir, ça va se comporter exactement comme on avait vu avant. Le fait de mettre une porte à l'intérieur, on va pouvoir le faire. Maintenant, on va continuer, vous voyez, on continue à rajouter des complexes. Et on va voir toutefois les limites, enfin pour moi, les limites de ces commandes. Donc là, je viens rajouter automatiquement donc exactement le même mur de dessus, hein, mais la différence, c'est que le mur du haut, c'est un mur, 4 complexes, le mur du bas, c'est 4 murs. Donc une fois que j'ai fait ça, donc on voit bien que dans les murs classiques, quand je viens positionner une ouverture, on a les retournements, on a automatiquement l'ouverture qui vient faire son office, percer tous les niveaux, et ainsi de suite. Là, la complexité, c'est de se dire effectivement quelle est la couche que je vais utiliser pour pouvoir le faire. Et là, on s'aperçoit que, voilà, on voit bien que l'appui de fenêtre ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on veut et qu'on n'a pas forcément les retournements souhaités que l'on avait vu même juste avant dans la partie d'avant. Donc, cette commande, pour moi, elle est très utile, mais elle sera utile, par exemple, quand vous allez faire des acrotères. Bon, quand vous faites un acrotère, ben, vous avez un mur porteur qui va monter jusqu'en haut, qui va peut-être avoir, je dirais, un enduit extérieur. Et cet enduit extérieur, il va falloir rajouter, par exemple, pour un toit terrasse, tout ce qui est isolant. Donc, on va pouvoir la couche de membrane, les isolants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Lorsqu'on est dans une coupe, c'est pour vous montrer un petit peu les inconvénients de l'un et l'autre. Donc là, on s'aperçoit que ces deux murs ici, c'est différents complexes les uns par rapport aux autres. Et quand on va voir la définition en vue en coupe, donc voilà, donc ça c'est le classique, hein, donc il n'y a pas, y a pas trop de problème. On va les regarder au fur et à mesure. Je vais les ouvrir les uns après les autres pour vous montrer la définition. Voilà, on va se mettre en vue mosaïque pour pouvoir comparer les trois solutions. Donc, on va avoir à droite la définition d'un mur classique que l'on connaît aujourd'hui. Et là, c'est la définition des murs avec soit un complexe, soit deux complexes, soit plusieurs complexes. Voilà, donc on voit bien que la définition n'est pas comment dire, la famille ne va pas se comporter réellement comme elle devrait se comporter. Voilà, donc ça c'est un petit peu le bémol, mais je pense qu'avec par le futur, tout deviendra normal. Ça ne fonctionne pas non plus lorsqu'on a sur les murs rideaux, sur les murs inclinés et sur les murs les murs empilés, pardon, aussi, et les murs à double inclinaison. Les profils de meneaux, alors ça avait été demandé, ça a été réalisé. Aujourd'hui, on a la possibilité sur les meneaux de pouvoir avoir plusieurs boucles, et qu'elles soient internes ou externes. Alors je m'explique. On va le voir là sur la vidéo. On va pouvoir créer tout simplement un mur rideau rapidement. Hein, on va venir tout simplement diviser ce mur rideau horizontalement et verticalement. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement positionner des meneaux. Donc là, on va mettre des meneaux classiques fournis avec la version tout simplement Drovit. Et donc j'ai créé des meneaux différents avec des boucles internes et externes pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais chercher ces différents meneaux, je les mets en verticalité cette fois-ci, et je vais venir tout simplement, pour vous montrer aussi que ça fonctionne bien avec des meneaux classiques, hein, et je vais venir masquer donc les meneaux classiques, hein, directs, voilà, et on va s'apercevoir que voilà, le meneau que j'ai créé, il est lui avec deux boucles. Enfin, en fin de compte, c'est deux boucles divisées en deux. Donc, on peut faire un intérieur et un extérieur de ce profil. Donc, je vais l'ouvrir en tant que famille, profil, et voilà comment ça fonctionne. Or, ça, avant, on ne pouvait pas le faire. Voilà, donc ça, pour moi, c'est une grosse amélioration par rapport à aux versions précédentes. Pour la partie topographique, donc nous avons quoi? On a un ombrage lisse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ombrage lisse? Alors,
Parmi toutes les améliorations pour la partie topo solide, une nouvelle commande est arrivée, donc c'est l'ombrage lisse de solides topographiques. Cette amélioration, elle permet de lisser les solides topographiques dans les vues à l'aide de styles. Donc dans les vues ombrées, couleur uniforme, texture réaliste, puisque texture, c'est d'une nouveauté. Donc quand on est en ombrage lisse de solides topographiques non sélectionnés, on a cette visualisation-là. Dès lors que l'on va venir cocher cette coche, voilà un petit peu l'amélioration, c'est-à-dire qu'on va venir un petit peu lisser, un petit peu plus lisser ou mettre un petit peu plus d'ombrage sur ces données-là. Alors ici, il existe cependant des limitations à cette commande, c'est que les motifs de surface ils vont pas s'afficher, les matériaux ne peuvent pas être remplacés par l'outil de peinture, et pour les solides topographiques liés, ben, il faut d'abord rentrer dans le fichier source et lui donner cette valeur-là pour le recharger pour qu'il puisse prendre ce style visuel. Voilà. La simplification, alors dans une surface topographique, enfin dans une surface topographique, elle est constituée de multitudes de points qui vont nous donner une triangulisation. Alors c'est un nombre important qui fait que le traitement devient de plus en plus, enfin pas de plus en plus long, mais devient assez long. Donc maintenant, pour simplifier les performances et pour aller un petit peu plus vite donc, du système, ils ont créé une commande qui s'appelle simplifier. Donc à quoi correspond cette commande? Donc, quand on est dans les modifs du topo solide, une fois qu'on l'a sélectionné, on a sur la droite, au niveau de l'élaboration du solide topographique, une simplification de solide topographique. Alors par défaut, Revit vous donnera toujours, il vous préconisera toujours 80%. Donc quand on vient sélectionner donc, ce que nous disait cette surface topographique, on va pouvoir automatiquement, pardon, excusez-moi, venir chercher cette simplification. Donc cette simplification, par défaut, comme je vous le disais, va vous donner 80. Si on regarde en bas à droite, il va faire environ 1718 points. Maintenant, le fait de pouvoir modifier cette valeur, voilà, on va choisir 20% et il nous dit, ben voilà, j'ai 700 points ou 600 points. Il va vous donner le nombre de points que lui va préconiser automatiquement. Vous voyez, donc voilà, c'est assez important. Alors après, à vous de définir le taux de pourcentage en fonction de ce que vous voulez voir sur votre, comment dire, sur votre rendu. Voilà, c'est vous qui allez définir cette solution-là. Et on voit bien qu'en changeant le pourcentage, il nous fait un calcul, il nous donnera le calcul de points, le calcul de points total qu'il vous affichera. Quand on parle de création par face, alors vous connaissiez tous la création par face d'un mur, d'un sol, d'un toit. Aujourd'hui, grâce à des volumes un petit peu biscornus, on va dire, on a la possibilité de venir créer des surfaces topo par rapport à une face. Donc on a un solide topographique par face. Donc on vient tout simplement sélectionner la face. Voilà, il va venir nous créer le solide topographique. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir bien sûr changer automatiquement le type de surface que l'on a besoin. Voilà, donc voilà, ça se fait assez simplement sur ces données-là. Ça fonctionne à l'identique d'un mur, d'un sol, d'un toit, automatiquement. Voilà. L'amélioration de la conversion des surfaces topographiques. Alors, il faut faire attention à ça, mais je vais vous montrer exactement. Alors, attendez, je me suis un petit peu emballé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en 2024, quand j'avais anciennement une topo et que je voulais passer en solide topographique, on perdait tout ce qui était terre-plein. Hein, on voit bien, on n'a plus le terre-plein alors qu'on l'avait avant. Maintenant, en 2025, donc on fait exactement la même chose. La différence, c'est que lors de la conversion, Revit va détecter ces terre-pleins et va justement faire cet enlèvement à l'intérieur de cette surface de ce solide topographique. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de conserver l'élément principal qui nous a permis de créer cette nouvelle surface topographique. Si on la supprime, donc on perd la relation directe avec l'ancienne surface. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Ouverture de cage qui a été améliorée, c'est-à-dire qu'avant, quand on faisait une ouverture de cage en 2024, il perçait.
comme ce qu'on portait sur un sol classiquement dans Revit. Là, aujourd'hui, on a la possibilité, dans une surface topo, pour aller un petit peu plus loin, de lui donner une profondeur, et il va respecter cette profondeur et ne pas percer complètement cette surface topographique. On a un outil excavation, alors qui pour moi n'est pas finalisé, mais qui est déjà pas mal. Donc comment ça fonctionne? Donc à la base, l'outil excavation permet aux utilisateurs bien sûr de sculpter avec précision la topo. Et, donc on va excaver à l'aide de volumes, de divers éléments tels que des sols, des toits, des volumes ou d'autres solides topographiques eux-mêmes. Alors, quel que soit le projet, l'outil d'excavation offre pour moi, il offre une flexibilité, je dirais, et un contrôle assez simple. Donc là, on voit bien dans cet exemple-là que j'ai un bâtiment dans lequel j'ai une rampe et j'ai comment dire, un sol de sous-sol, on va dire, et automatiquement, on est capable de venir faire une excavation dans la topo. Et on peut aussi, bien sûr, attacher, comme vous l'avez vu, donc la semelle filante et le mur. Donc là, je le fais avec un solide. Et le gros avantage de ça, c'est que, on va le voir dans peu de temps, donc là, voilà, j'ai fait la même chose. Le gros avantage de ça, c'est que quand on vient sélectionner la topo et qu'on vient excaver, donc ainsi de suite, tout ce que l'on vient de faire est bien sûr répertorié, on va voir en mémoire, et on va pouvoir faire les choses correctement. Par contre, alors le petit inconvénient, c'est que voilà, quand on ouvre le tableau d'excavation des solides topographiques, il vient nous répertorier tout ce que l'on a enlevé, c'est-à-dire tout ce qui est le déblai. Par contre, j'ai rajouté un remblai. Ce remblai-là, il n'est pas, comment dire, n'est pas répertorié dans le tableau d'excavation. C'est pour ça que c'est une excavation et non pas un déblai, enfin, c'est pas un remblai. Donc, je pense que, comment dire, ce processus, il va rapidement venir, mais pour le moment, vous avez au moins le déblai de ce que vous faites. Alors maintenant, le placement sur les surfaces topo. Alors avant Revit, quand on regardait dans Revit 2024, hein, même quand on avait une excavation, enfin ce qu'aujourd'hui on appelle une excavation, lorsque l'on mettait comment dire, une famille site, il considérait le sommet de l'excavation. Aujourd'hui, comment dire, il va considérer le fond de fouille. Donc on va se retrouver vraiment sur la surface basse de l'excavation. Voilà, on le voit bien. Donc on voit bien que le véhicule, lui, s'est positionné sur le bas, tandis que si on regarde bien ce container, cette poubelle, on voit bien l'ombrage, c'est pour ça que j'ai laissé l'ombrage, on voit bien que l'ombrage, il est décalé par rapport à la surface topographique. Donc c'est-à-dire qu'il conserve la surface topographique de base. Quand maintenant on rentre dans la partie dans la partie IFC, donc on va parler des tableaux de correspondance. Donc maintenant il est possible de sauvegarder des gabarits de mappage pour l'exportation de fichiers IFC. Alors ces gabarits-là, c'est des fichiers TXT, hein. Ces fichiers de mappage, ils peuvent donc être utilisés avec d'autres projets. Il est possible maintenant de sauvegarder des gabarits de mappage pour l'exportation de fichiers IFC. Et voilà, donc ces fichiers, ils peuvent être utilisés, donc, comme je vous le disais, dans d'autres projets. Donc on voit bien, hein, j'ai créé moi un mappage dans lequel je viens faire différentes données que je vais choisir et je vais pouvoir donc automatiquement créer, importer le gabarit, dupliquer ce gabarit pour pouvoir le modifier, l'enregistrer les modifications, exporter le gabarit de façon à pouvoir l'utiliser, comme je vous le disais, dans un autre fichier. Voilà, on a aussi le paramétrage de recherche si on a besoin de quelque chose. Donc voilà à peu près l'idée et voilà le contenu, le fichier TXT du mappage JFC. Alors, amélioration de la conversion, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement qu'en 2024, si on regarde bien, dans la partie de gauche, on a cette partie, comment dire, de mur qui, qui elle ressort, que l'on n'a pas du côté Revit 2025.
Voilà, donc ça veut dire que les extensions de la géométrie sont correctement coupées et automatiquement, donc on aura moins de données falsifiées comme on le voyait avant. Voilà, donc grosse amélioration. Une fois n'est pas coutume, grosse amélioration, que dis-je, petite, grosse amélioration dans la partie famille, les réseaux. Alors voilà, donc maintenant, il est possible dans les réseaux de pouvoir gérer des réseaux à 0 ou à 1. Voilà, donc avant, quand on était en 2024, dès lors qu'on dépassait qu'on passait en dessous de la barre des 2, donc ce qui est logique, un réseau c'est plus d'un, Revit nous donnait un message d'erreur disant que c'était impossible. Alors, aussi bien en rectangulaire qu'en circulaire, on avait exactement comment dire, le même message d'erreur. Maintenant, en 2025, donc, on va voir la différence. C'est que on a la possibilité, et ça sans avoir rien changé dans la famille, hein, c'est exactement les mêmes familles, et je vais pouvoir passer à 1, voire 0 si je veux. Bon, bien sûr, si je mets 0, il ne va plus rien rester, donc il va me mettre un message d'erreur, ce qui est logique, bien sûr. Maintenant, si je passe du côté circulaire, comme j'ai une table, donc je vais quand même avoir, je dirais, à l'écran quelque chose qui fonctionne. Donc côté rectangulaire, c'est parce que le calcul avait posé problème. Là, cette fois-ci, on a la possibilité d'avoir 0 et de conserver uniquement la table. Voilà, donc c'est pour moi une grosse amélioration parce qu'avant, on passait par d'autres propriétés avec un je vois pas, enfin voilà, et avec des ifs et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on enlèvera toutes ces formules-là et tous ces paramètres de lisibilité qui déchargeront vraiment tout ça. Voilà. Donc on voit bien automatiquement toutes ces applications qui viennent automatiquement. L'avantage de ça, c'est quand on regarde dans une famille, par exemple, parce que là je suis dans une famille, ce que fait Revit, c'est qu'il va vous estomper, ou on va dire, ouais, il va vous estomper et mettre en transparence les éléments que vous lui avez demandé de ne plus voir. Donc on voit bien la différence. Là, ils sont estompés, hein, donc ils sont un petit peu transparents. Et si on les met en normalité, vous allez vous apercevoir qu'il va les remettre en plein. Voilà, donc on n'a plus la transparence directe. Donc on peut vérifier cet élément-là directement dans une famille, sans passer automatiquement par un projet. Dans la partie collaboration, donc les modifications de modèle de coordination. Alors, bien sûr, pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer, il faut automatiquement utiliser l'ACC d'Autodesk pour pouvoir faire, ces trucs-là. Donc, avant, avec Revit 2024, il était possible d'importer des modèles de coordination à partir de docs. Donc, tout ça, c'était possible. Maintenant, il est désormais possible de comparer les fichiers. Alors, comment ça fonctionne? Revit 2023, on avait juste des modèles de coordination. Donc, c'était un modèle classique. En 2024 et 2025, donc c'était des modèles de coordination qu'on pouvait. Aujourd'hui, on a des nouveautés où on peut du local ou d'Autodesk Doc. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ici, je suis venu donc dans mon projet, je suis venu lier donc des fichiers de coordination. Donc on a un MEP et on a un structure, on a un Revit, un IFC et un Navisworks. Là, ce que je vais demander tout simplement à Revit, que comme j'ai fait quelques modifications dans mon fichier, c'est de faire une vérification de ce qui s'est passé dans mon modèle lié. Et là, automatiquement, donc, on va avoir une visualisation beaucoup plus simple dans lequel il va nous dire qu'est-ce qui a été ajouté, donc en vert, qu'est-ce qui a été modifié en orange et tout ce qui a été supprimé en rouge. Donc une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité aussi d'aller jusqu'au bout, d'avoir vraiment le détail de tous les éléments qui ont été gérés dans comment dire, dans cette comparaison visuelle. Donc on peut faire ça avec des fichiers RVT, des WG3D, IFC et Navisworks. Donc voilà un petit peu le panneau. Donc on a la sélection d'un modèle de coordination, le type de comparaison, versionning, la cohérence de l'affichage, donc qu'est-ce que l'on voit sur l'affichage et automatiquement l'identification des données, assez facile par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Le Revit Personal Accelerator qui bien sûr correspond avec ce que je viens de vous dire.
permet quoi? Alors là, on est ici avec Windows 11, donc on va venir chercher le Revit Personal Accelerator, hein, le petit R, les deux cercles, le petit R, qui va se présenter sous cet aspect-là. Alors, on va cliquer sur l'icône, il y a une fenêtre qui va donc apparaître, montrant l'espace de stockage disponible pour les caches. Et si on clique sur les trois petits points, on a une autre fenêtre qui s'ouvre, on va pouvoir gérer l'espace de stockage, gérer l'emplacement, ça c'est important, parce que beaucoup de gens se plaignaient que ça remplissait le disque C directement et ils voulaient pouvoir le déplacer sur une autre partie de leur disque dur ou que sais-je. Et on a bien sûr, on va avoir les versions de Revit Personal Accelerator dans le à propos. Qui dit nouveau Revit dit nouveau Dynamo. Ça, c'est automatique. Donc, il y a une mise à jour qui a été faite, comme à chaque fois. Voilà, donc on a une version 3.03. C'est une version, alors, c'est dit par Autodesk, hein, mais c'est une version majeure qui fait que techniquement, les programmes faits sur une version antérieure ne seront pas forcément, ils seront pas forcément compatibles. Avant, ça arrivait à suivre à peu près. Maintenant, on peut avoir quelques erreurs. C'est aussi pourquoi on a cette problématique-là, ou peut-être cette problématique-là, c'est que Revit maintenant il a été mis à niveau au niveau du Microsoft Net. Avant on était en Microsoft.net, maintenant on est en Microsoft.net Framework 8. Alors il faut être patient. Il y a les packages qui fonctionnaient dans les versions antérieures qui vont arriver, hein, qui vont être mis à jour sur les fonctionnalités pour les versions 2025. Donc les nouveaux affichages, pour pas être, je vous en fais voir que quelques-uns, je vous montre pas tout. Avant, quand on était dans le gestionnaire de package de Revit 2024, on avait recherché, publié, et ainsi de suite. Aujourd'hui, voilà, le 2025, on a pu se rechercher, on rentre directement dans un gestionnaire de package. Dans ce gestionnaire de package, on va retrouver un menu sur la gauche qui va nous permettre de publier package, de voir les packages, de paramétrer les packages et surtout de faire une recherche des packages que l'on a besoin. Alors, il y a des nouveaux nœuds, pardon, des nouveaux nœuds comme des nœuds de solides topographiques, des recherches par catégorie avec des points, des nuggets permettant de contrôler l'exécution dans les sections graphiques, des nœuds remember qui permettent de stocker des données, etc., etc. Enfin, je ne les ai pas toutes mises, mais bon, toutes mises, mais il suffit d'aller sur Dynamo sur leur site et puis de voir toutes les améliorations qui ont été faites. Partie génie climatique plomberie, j'en parle parce que je trouve que c'est assez important. Numéro de repère. Alors, dans les anciennes versions de Revit 2025, la numérotation était en automatique, ce qui rendait la numérotation inadaptée aux besoins des utilisateurs. Alors, cette incrémentation automatique, aujourd'hui, elle a été désactivée. Ça donne plus de flexibilité, comment dire, d'utilisation plus simple. Alors, voilà comment ça fonctionne. Donc, on a automatiquement, ça fonctionne dans quoi? Dans les encadrements auxiliaires, les raidisseurs de gaines, les terminaux aéroliques. Enfin bon, vous avez toute la liste là, ce qui fait que quand on vient positionner un élément, l'identifiant, avant, on mettait 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, ben, on vient, nous, le faire manuellement directement à l'écran. Mécanisation analytique. Alors ça, c'est plus la partie fabrication pour ceux qui utilisent fabrication plutôt que le MEP, plutôt que le gainage ou la canalisation de Revit. On va pouvoir avoir des segments dans lesquels avant on ne pouvait pas, mais on va pouvoir avoir la visualisation. J'étais un petit peu vite. Visualiser les propriétés, les étiqueter, récupérer les données dans une nomenclature. Voilà, donc on a cette catégorie dans la nouvelle catégorie analytique, toutes ces données, et on va pouvoir les récupérer dans une nomenclature. Voilà, donc ça c'est une petite amélioration. Bien sûr, il faut utiliser fabrication. Toujours pareil, dans fabrication, il y a une cohérence de modèle. Donc il est maintenant possible de faire une vérification de la cohérence du modèle pour afficher et vérifier les incohérences de connexion. Avant, on ne pouvait pas, on pouvait ne le faire que sur un MEP généré par Revit. Sans passer par, on ne pouvait pas le faire sur une fabrication. Or aujourd'hui, si on a modélisé un cheminement via l'outil fabrication, donc l'éditeur d'éléments de fabrication, on a en bas à droite, si on regarde bien, un petit icône un élément de fabrication maître. Et là, on voit bien que j'ai une boîte, comme tout est connecté correctement, ma boîte me dit que je n'ai aucun problème. Si j'en avais eu, il serait arrivé en me disant vous avez une problématique à ce connecteur-là. Au niveau de la partie électrique, donc
quelques petites améliorations, donc j'en fais voir quelques-unes qui sont importantes. On va pouvoir mettre une flexibilité des horaires de fonctionnement. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à tout simplement, avant, on ne pouvait pas gérer ces horaires-là. On va tout simplement permettre aux utilisateurs de prendre en compte avec précision, par exemple, les week-ends, les jours fériés, les fermetures estivales, enfin, voilà, toutes les périodes, je dirais, entre guillemets, chômées, ou pas forcément chômées, mais où le bâtiment est fermé, pour être beaucoup plus précis dans l'exploitation du système. Voilà, donc on peut tout simplement, comme on le voit là, créer, dupliquer, supprimer des données et rajouter donc par rapport à tout ce qu'on a besoin en mettant des plages horaires. Alors ça, on pouvait le faire avant dans les panneaux, électriques. Aujourd'hui, dans les panneaux de données, donc là j'en ai deux, hein, donc j'ai un tableau qui est un commutateur Ethernet et un panneau qui est un terminal téléphonique. Aujourd'hui, on a rajouté une quantité maximum de circuits, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc automatiquement, dès lors que vous allez dépasser cette capacité, vous aurez un message vous disant que c'est impossible. Donc tout ça, bien sûr, on va pouvoir le générer dans l'option variante reposant sur le nombre maximum disjoncteurs unipolaires dans la définition et des gabarits électriques, des tableaux électriques. D'autres petites nouveautés pour la partie électrique. Donc, on a la prise en charge des composants monophasés et on a aussi les éléments de catégorie dans les autres panneaux qui peuvent consommer de l'énergie. Donc, automatiquement, on va pouvoir avoir un bilan complet de la consommation énergétique du système que vous avez dans votre projet. Bon, voilà, je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on va essayer de vous y répondre. Alors, moi j'ai une question de Pierre. Ouais. Oui, Est-il possible d'exporter en PDF 3D? Toujours pas. Toujours pas. C'est toujours pas possible. Déjà, une numération, on peut faire du PDF. Donc, mais du PDF 3D, non, non. Vous serez obligé automatiquement de passer par un logiciel qui fait de la 3D, du PDF 3D. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Non, pour le moment, pas d'autres questions qui arrivent. On va encore attendre un petit peu. On va attendre un petit peu si quelqu'un a des questions supplémentaires. Non, ça n'a pas l'air d'y en avoir. Ah, ça y est, il y a une question. Est-il possible d'aligner les zones de définition sur les murs pour éviter les erreurs d'angle et précision, contraintes sur cotation? contraint sur... Je vois pas ce que ça... Est-il possible d'aligner des zones de... Non. Non. Non, c'est impossible. On ne peut pas aligner. Par contre, au niveau de la rotation, logiquement, si vous prenez le mur de référence, si vous avez un mur de référence, il viendra automatiquement s'aimanter sur le mur. Enfin, voilà, le ferraillage en treillis dans une dalle en pente. Ah ben, j'en ai pas parlé. Voilà, faudrait que je vous en... Enfin, je reviendrai vers vous pour vous en parler. D'accord? Je reviendrai, je le note et je note la question et c'est vrai que j'ai pas parlé de la partie. On n'a pas parlé de la partie structure, mais je le note et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Ah, plusieurs questions arrivent là. Peut-on utiliser la VR sur Revit? Peut-on utiliser la VR? Moi, je dirais que non, mais bon, sur Revit directement, non. On passera par Twinmotion, qui lui est intégré directement dans Revit. Vous avez Twinmotion qui lui permet de faire de la VR. Question format des impressions sur... Ah, ça marche comme une impression classique. Voilà, c'est pas parce que c'est des jeux de feuilles, c'est juste qu'on a un cran supplémentaire, mais sinon ça marche exactement comme les impressions classiques que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, ça change rien. C'est juste qu'on a un niveau supérieur. Voilà, ça va pas. Il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'impression avec plusieurs formats. Voilà, ça marche exactement de la même façon. C'est juste que, comme je vous le dis, il y a un cran supplémentaire
sans passer par des paramètres partagés. Voilà. Est-il possible d'exporter les IFC liés lors des exportations IFC? Oui, il y a une coche qui fait ça, qui dit exporter les fichiers liés de mémoire. Je fais ça de mémoire, mais normalement, oui, je crois que oui. Je vais vraiment me renseigner là-dessus, mais normalement, oui. Mais je crois que oui, c'est une coche. Enfin, je regarde dans Revit, mais normalement, oui, c'est bon. Peut-on gérer plus facilement en Revit 2024 qu'en 2024 la gestion des déblais remblais? Bah, je l'ai montré. Les déblais, on peut avoir les déblais, mais les remblais, pour le moment, on les a pas. Ou alors, si on veut avoir des remblais, il va falloir créer un solide topographique que l'on vient soustraire, enfin, on vient soustraire l'un par rapport à l'autre et on aura au moins la surface sur le nouveau entre guillemets remblai. Mais pour le moment, aujourd'hui, comme je l'ai montré, donc j'ai rajouté un remblai. On n'a pas dans le tableau enfin de listing de tableau de déblais, on n'a pas le remblai, pas encore. Le calcul de volume de pièces avec des murs rideaux est faisable en prenant en compte l'extérieur du Est mur? faisable en version antérieure. Ah ouh bonjour, bonjour, le calcul de volume de pièces avec les murs rideaux est faisable en prenant en compte l'extérieur du mur. Je crois pas. Non, je crois que c'est à l'axe du mur. Alors, je note aussi. Je vais le noter. Amandine, ouais, c'est ça, c'est Amandine. Et ouais, je vais le noter, ça on va le noter et je viendrai vers vous pour y répondre. Mais je crois pas, je crois que c'est l'axe du mur qui fait ça. Alors, Est-il possible d'enregistrer vers une version antérieure de Revit style 2021? non, c'est comme tous ces logiciels, les logiciels 3D, il est impossible il y a que les logiciels entre guillemets AutoCAD, style AutoCAD, qui peuvent descendre de version. Si vous voulez une version, par exemple de 2000, vous voulez lire une version 2024 dans une 2021, c'est impossible, sauf si on fait un export IFC ou autre pour pouvoir le réintégrer dans Revit 2021, mais ça sera encore mort. Voilà, vous pourrez avoir tous les renseignements que vous avez à l'intérieur, mais il sera impossible de réutiliser cette version-là. D'autant plus que la version 2025 n'est plus supportée par Autodesk aujourd'hui. C'est la 2022 qui fait office de dernière version utilisable et suivie par Autodesk. Vous avez le droit d'utiliser jusqu'à 3 versions antérieures. Donc, Voilà, c'est ça. Maintien du guide des éléments créés à partir d'un fichier lié égale perte de lien. Égale perte de lien. Pareil, ça on va le noter, on reviendra vers vous. Que là, j'ai pas. Il y a des fois, je comprends pas forcément, je vois pas l'idée. Déjà, c'est surtout pour ça des fois. Mais on va noter tout ça et on reviendra directement vers vous. Maintien du guide des éléments créés à partir d'un fichier lié. Je crois pas. Enfin, de toute façon, le guide est enregistré dans le fichier lié. Et en actualisation du fichier lié. Ah, non, faut que je revienne vers vous. Je pige pas tout. J'ai pas tout compris. J'ai pas pigé toute cette question-là. Malheureusement, excusez-moi. On en parlera de voix alors. Là, j'ai. Excusez-moi encore, Dylan. Ok. Il n'y a plus de questions qui arrivent. Bah, ça viendra au fur et à mesure. Vous pouvez toujours les renvoyer, il n'y a pas de problème. On viendra essayer de vous répondre à tout ça. On reste à votre disposition après le webinaire, bien sûr, pour répondre aux questions qui peuvent vous venir a posteriori. Je pense qu'on peut clôturer. Ouais, merci d'avoir suivi ce webinaire. Et on espère rendez-vous à l'année prochaine pour les nouveautés, cette fois-ci de Revit 2026. Voilà. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.